Tu sais, bébé, moi, ce qui m'a inspiré, c'est tes yeux. C'est le bleu de tes yeux, l'océan, et ça m'a rappelé Titanic. Voilà. Isabelle, Tristan, merci beaucoup de venir ici avec nous sur notre podcast En coulisses pour parler de plein de choses, dont le Festival d'Avignon que vous avez fait tous les deux et à plusieurs reprises. Afin de vous présenter, je vais donc expliquer un peu votre parcours et puis ensuite on échangera questions-réponses, jeux et autres. Ça marche. Ok, c'est parti. Allez. Donc Tristan, tu es un acteur et metteur en scène. Tu t'es formé à l'école Intrusion en 2014, puis au Centre Factory à Lyon, dont tu sors diplômé en comédien créateur en 2019, incluant chant avec Laure Pierdon, danse et cascade. Important de le préciser. Très important. Et stage de voix off au studio Pilon. Dès 2015, tout de suite après être diplômé, tu rejoins la compagnie Intrusion, jouant notamment dans Ces mots pour Sépulture, qui a tourné au Festival d'Avignon dès 2018. Tu es présent dans divers courts-métrages tels que Largue-la et Juste le temps d'un baiser, Voilà. une spécialité des courts-métrages romantiques, et figure dans le moyen-métrage Les Passeurs de mémoire en 2012. Ouais. Voilà, donc là aussi... J'étais tout jeune, 4e. Première expérience d'ailleurs. Ah, mais cinéma. c'est peut-être là que vient le... Peut-être, oui, entre autres. Le syndrome du comédien. Ouais. Depuis 2018, tu diriges des mises en scène variées, règlements de compte, deuil blanc, témoignant d'un parcours polyvalent entre jeu, voix et bien sûr transmission. Ouais. Isabelle Loriot, tu es comédienne, auteure et metteuse en scène. Tu as participé de nombreuses fois au festival Off d'Avignon où tu as présenté divers projets, ton seul en scène Petit Poison, dès 2015, Des mots d'amour, en 2023. Et De temps d'horreur, mon cœur devint immense, hommage à 2 résistantes déportées, joué en 2023 à l'Atelier Florentin, soutenu par l'UNESCO. Tout à fait. Tu t'es formée à l'écart aussi, en acteur à cinéma, enrichi de nombreuses masterclass, commedia dell'arte, coaching cinéma, chant, image, etc. Bilingue en anglais et italien, tu exerces depuis plus de 20 ans sur les plateaux de cinéma et à la télévision. Et beaucoup au théâtre. Et beaucoup au théâtre, bien sûr, dont on va parler. Ouais. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Merci de nous recevoir. Donc moi j'ai une question. Alors, le Festival d'Avignon, pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques mots, c'est quoi ? Alors, c'est quoi ? C'est une ambiance. C'est une ambiance. C'est une ambiance chaleureuse, ouais. chaude. C'est the place to be. Et c'est le plus grand festival au monde, Avignon. Alors, peut-être que ça a changé de théâtre. Oui, bien sûr. Ça a peut-être changé depuis... Enfin, ça n'a pas changé le fait que ce soit le plus grand festival de théâtre au monde, mais je dirais pas l'ambiance, mais... L'esprit. Ouais, quelque chose a un petit peu changé, parce qu'il y a beaucoup de spectacles. Voilà. Vous savez combien il y en a ? Cette année, 1750. 1750. J'arrondis, mais c'est quelque chose comme ça. Et pour vous donner un ordre d'idée, en 2003... Alors 2003, Avignon a été annulé, parce qu'il y a eu une grosse grève des intermittents, etc. Mais il y avait 750 spectacles. C'est-à-dire que là, on est en 2025, il y en a 1000 de plus, ce qui est quand même énorme. Et ce qui, fatalement, va faire que des compagnies, des spectacles seront un peu moins vus, mis de côté, etc. C'est un peu le versant d'Avignon moins sympa. Mais c'est quand même assez chouette, c'est une bonne fiesta quand même. Ouais. Une grande fiesta alors ? Tu rencontres plein de personnes que tu n'aurais jamais rencontré avant. Franchement, c'est vraiment une expérience à vivre, que ce soit en tant que spectateur ou comédien. C'est incroyable. Est-ce qu'on a le temps d'aller voir des spectacles quand on joue tous les jours et quand on tracte tous les jours ? Oui, on a le temps. En vrai, oui. un ou deux. Mais oui, on a le temps de découvrir. Et justement, on voit les pièces de compagnie qu'on voit souvent tractées, parce que en tout cas, pour ma part, on était une dizaine de comédiens à Avignon, avec une coiffeuse maquilleuse, et on s'était mis un peu partout dans la ville, intramuros, pour flyer.
Et donc forcément, on rencontre les mêmes compagnies qui fly à des endroits stratégiques. On devient amis. Exactement, on devient amis, ou en tout cas, on partage nos pièces. Et souvent, il y a des pièces qui donnent envie d'aller voir. Et si ça tombe sur des bons horaires, on va les voir. Et j'ai découvert comme ça un spectacle qui a un peu bouleversé ma vision du théâtre. C'était incroyable. Est-ce que c'est le mien, Tristan? Non, désolé. Ça s'appelle André Dorine et c'est un spectacle muet, c'est incroyable. Je vous conseille d'aller le voir, il passe de temps en temps en France, c'est incroyable. Et pour rebondir à ce que tu dis, Tristan, il y a quelque chose qui est quand même chouette à Avignon, c'est que tout le monde tracte. Oui. C'est-à-dire qu'on soit metteur en scène, auteur, porteur d'un projet ou comédien, bien sûr, tout le monde tracte. Donc on se retrouve dans la rue avec des gens qui ont une notoriété plus importante parfois. Et c'est c'est ce qui fait un peu le mélange assez chouette et plutôt festif d'Avignon. Oui, on peut aller voir d'autres spectacles aussi. Dans la petite bio, en fait, moi j'écris des articles aussi pour une revue. Oui, c'est vrai. Ça s'appelle La Revue du Spectacle. Donc, j'y suis allée beaucoup aussi dans ce cadre-là. Et c'est ça qui est génial, c'est que je fais un peu mon petit programme parce qu'on ne peut vraiment pas tout aller voir. Mais donc, on coche un peu les spectacles qui nous intéressent. Et c'est aussi des spectacles qu'on ne peut pas forcément voir à Paris. Voilà, parce que ou c'est complet, ou parce qu'on a loupé la date, ou etc. Donc voilà, c'est une organisation, mais je pense que c'est vraiment le lieu incontournable, quoi. Voilà. Et alors moi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez en fait les différentes phases, parce qu'il y a le avant Avignon, où on sait que quand on porte un projet, il faut réunir un budget et c'est des mois de préparation pour être sûr de pouvoir le faire, et puis même il faut booker le théâtre bien en amont. Il y a le pendant, et ensuite il y a l'après. Où on récupère. Donc déjà, sur toute la partie avant, quand on a un projet... donc Isabelle, toi tu as porté des projets que tu as amenés à Avignon, donc c'est quoi à peu près le budget? Qu'est-ce qui est important de s'assurer pour pouvoir vivre un bon Avignon et ne pas perdre trop d'argent? D'argent. Ouais, alors le truc, c'est que ça n'a pas tellement changé. C'est-à-dire qu'en fait, aller à Avignon, il y a quand même des gens, et plutôt des mauvaises langues, qui disent que quand on n'a pas d'argent, il ne faut pas y aller à Avignon. C'est pas vrai? Info intox? Disons que je dirais que c'est effectivement s'il n'y a vraiment pas d'argent, qu'on casse son PEL et qu'on pour la 10e fois on fait un appel aux dons. Donc il y a ProArty, il y a tous ces trucs-là, la KissKissBankBank, Ulule, etc. C'est vrai que peut-être qu'il faut réfléchir à 2 fois. Les coûts sont quand même assez exponentiels aussi à Avignon. On est quand même sur des locations de salles. C'est peut-être un autre sujet, mais c'est 100 euros. Oui, c'est bien d'en parler. C'est quoi à peu près le coût, l'enveloppe? C'est 100 euros du strapontin, comme on dit. C'est-à-dire qu'une salle de 50 places, grosso modo, il faut compter 5 000 euros de location, de location de salle uniquement. C'est-à-dire qu'on a 5 000 euros à sortir. Alors, avant, on a un acompte. Voilà, on va verser, je ne sais pas, peut-être 4 mois avant, 40%. Et puis, juste avant le festival, on va solder. Donc, on va payer déjà la location de la salle. En amont. Donc, il faut avoir au minimum 5 000 euros de côté pour payer la salle. Pour une salle de 50 places, hein, attention. De 50 places. Par exemple, des mots d'amour. Pour reprendre cet exemple, de Stéphane Baquet, La Luna, super quartier à Avignon. Il y a 4 salles super. Me propose Pierre de Lune. Pierre de Lune, je crois que c'est 120 places, 12 000 euros. Ouais, okay. Voilà, alors même 11 500. Voilà. Donc 11 500 euros, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, vraiment être sûr de soi, avoir une équipe de dingue qui est prête même à ne pas être payée forcément tous les soirs. Ouais, bien sûr. Et arrive un âge où c'est pas possible ça, de ne pas être payé tous les soirs, plus l'hébergement. Donc c'est un coût énorme, mais c'est ce que je disais tout à l'heure en intro. Il y a beaucoup plus de spectacles maintenant et il y a aussi peut-être un petit peu d'abus quand même aussi à Avignon, enfin même pas un peu, je dis ça. De la part des compagnies, mais peut-être qu'il y a plus de jeunes compagnies. Des théâtres, des programmateurs. Des il y a des salles qui ne sont ouvertes que pour le festival et franchement, qui se prennent quand même on dirait beaucoup, limite beaucoup d'argent, un garage avec 3 projecteurs, j'exagère, mais et 2 bancs posés et ça en fait un théâtre, quoi. Donc peut-être qu'il y a trop de... Ouais, il y a trop de... Mais ça, c'est un sujet qui a été énormément évoqué et qui revient tous les ans sur la table. Voilà, des compagnies qui se saignent pour pouvoir jouer.
Donc il y a ce budget-là, le budget location de salle, le budget hébergement qui coûte très cher, parce que maintenant, loger à Avignon, ça coûte cher. Bien sûr, il faut manger. On n'est pas tout le temps obligé de boire du rosé tous les soirs, même si c'est très sympa. Voilà, en tout cas, il faut se loger, il faut manger. Et puis aussi, il faut attirer les spectateurs. Ça, évidemment, c'est le tractage. Voilà. Mais c'est aussi les programmateurs. Et c'est là où le challenge est énorme. Et donc là, c'est du réseau. Il faut avoir Enfin, c'est du réseau qu'on connaît, des personnes ou alors c'est peut-être de la... Ou même dans le tractage, en fait... alors, plus maintenant, j'ai appris cette année que, en fait, avant, à Avignon, on avait tous des cartes, que ce soit programmateur, presse, etc. Et chaque personne avait une couleur dans leur domaine. Programmateur, il me semble que c'était rouge, comédien, c'est orange, presse, c'est bleu, enfin bref. Chaque domaine a sa couleur. Et donc, du coup, dans les rues, dès que, en tout cas, nous, on voyait une personne... on identifie rapidement qui est qui. Donc, on courait vers la personne pour tracter et présenter la pièce. Donc, en plus du réseautage, on pouvait faire la diffusion et proposer la pièce. Et maintenant, j'ai cru comprendre que les cartes étaient dématérialisées. Donc, on ne les voit plus physiquement. Je ne sais pas, c'était cette année, je crois que ça a été mis en place. Donc un repère de moins en fait pour attirer les programmateurs. Ouais, en tout cas les repérer. Les repérer. Tout a été mis en fait aussi pour être un peu à égalité, c'est-à-dire que même l'affichage, à une époque c'était un peu l'affichage, on mettait un peu n'importe comment quand on arrivait, etc. Parce qu'on arrive toujours un peu avant Avignon, enfin un peu le début évidemment, 2 jours avant, 3 jours avant, pour répéter parfois. Faire ce qu'on appelle le filage technique dans la salle avec les régisseurs. Maintenant, c'est vrai c'est normé. Quand on affiche, on est tous ensemble, on affiche, on a des horaires bien fixes, etc. Il y a aussi le label éco et tout ça. Enfin, voilà, tout ça, c'est mis en place. Les programmateurs, par contre, c'est compliqué, parce que le truc, c'est qu'à Avignon, ça coûte très très cher parce qu'il faut soit avoir un très bon attaché de presse, mais les attachés de presse, pareil, abusent beaucoup aussi. Et puis sélectionnent aussi leurs projets. J'imagine que non seulement il y a une problématique de budget, mais qu'elles peuvent pas accompagner tous les spectacles et qu'elles ont envie de défendre aussi certains spectacles en particulier. Et voilà, puis il faut les voir en amont. Et puis, puis la presse, c'est pareil. C'est-à-dire que la presse, alors il y a la Provence qui est plutôt très très... Franchement, la Provence, moi je les félicite parce qu'ils se déplacent vraiment partout. Ils prennent vraiment des risques. Ils ne sont pas nombreux à prendre ces risques-là, si je peux me permettre. C'est-à-dire que le Parisien va déjà avoir choisi bien en amont les spectacles qu'il va aller voir. Donc, il ne va pas prendre de risque d'aller voir un spectacle dans une petite salle. Je pense à l'Oriflamme, par exemple, qui de plus en plus a des très bons spectacles. Parce que ce n'est pas dans leur petit fichier, etc. C'est pas cool, c'est pas très cool parce que ça fait partie du jeu d'Avignon, ça. Il faut prendre des risques, aller un peu partout, quoi. De découvrir, oui, c'est ça, de découvrir des pépites et aussi des jeunes compagnies ou des nouvelles propositions qui sont pas forcément dans la mouvance du... Ou avec une tête d'affiche, par exemple. Voilà, c'est toujours pareil. Parce qu'Avignon, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des têtes d'affiche, mais pas que. Il y a quand même plein de gens qui ne sont pas connus, mais excellents et qui ont du mal à remplir les salles. Est-ce qu'il y a une frontière vraiment importante entre le off et le in, ou est-ce qu'elle a tendance à devenir de plus en plus poreuse et justement que les effets positifs du in se déversent dans le off ou vice-versa, que le off remette un peu en cause le in, ou pas du tout? C'est comme si on avait théâtre privé et théâtre public qui cohabitaient. Moi j'ai l'impression... écoute Tristan, je te laisse. Moi j'ai mon avis là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une séparation entre les deux. En tout cas, quand j'y étais, t'as beaucoup de personnes qui viennent que pour le in et qui laissent totalement tomber le off. Donc, toi, tu te retrouves dans la rue comme un con et t'as pas mal de refus rien que pour ça. Donc moi, je trouve qu'il y a une séparation. De la part du public, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a déjà... du public. Et puis aussi... Alors, c'est pas le cas pour tout le monde. Podalides, il peut se balader dans la rue et aller voir des spectacles qui ne sont pas dans le in, c'est très rare. D'autres, et vraiment, je pense à la Comédie Française en particulier. Ils se baladent. Ils sont curieux, j'en ai croisé certains comme ça. Mais oui, non, il y a quand même une espèce de cassure, quoi. C'est-à-dire que, pas tant que les spectateurs. Les spectateurs, moi j'ai connu de Temps d'horreur, par exemple, des femmes qui sont allées et au in et au off, qui découvrent des pépites dans le off et qui font de la pub pour les deux. Et qui d'ailleurs même parfois n'aiment pas ce qui se passe dans le in mais préfèrent le off. Le truc, c'est qu'il y a quand même quelque chose de... Le in termine plus tôt, par exemple. C'est pas normal.
c'est pas normal. Si, parce qu'à la base de la base, le Festival d'Avignon, c'était le IN. Enfin, je veux dire, c'était aussi une programmation plus courte. Là, c'est vrai qu'il y a une espèce de foire comme ça, de spectacle jusqu'au 28 juillet cette année, je crois. Bon, le IN termine avant. Donc, dans l'esprit des gens... Le festival se termine au avant. Moment où le IN se termine. Et les médias sont pas non plus complètement innocents, parce qu'ils le disent aussi. C'est-à-dire qu'il y a très peu de médias qui continuent à soutenir le off, alors que le off n'est pas terminé. Et c'est un peu la peine, souvent, pour les compagnies restantes, enfin, il en reste beaucoup, de réussir à remplir les derniers jours les salles. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de spectateurs qui sont partis. Oui, il y en a beaucoup aussi. J'ai rencontré plusieurs compagnies qui arrêtaient leurs pièces. Avant. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que les compagnies, les théâtres, en fait, proposent des contrats à la semaine, ou est-ce qu'on doit réserver un mois complet et donc à niveau admin, je peux pas c'est terminé tout ça en fait. Maintenant on peut même jouer que 15 jours, une fois sur deux aussi. Oui, on peut faire un soir sur deux. Avec une autre pièce. Donc ça peut être une stratégie pour les jeunes compagnies de prendre moins de risques financiers et peut-être d'être là une fois tous les 2 jours ou 3 fois par semaine et C'est ça ? Alors, c'est exactement ça. À voir quand même si les risques financiers, au final, ne sont pas identiques. On pense que oui, mais finalement, jouer une fois sur deux, c'est pas si... je pense que c'est mieux quand même financièrement, mais j'en ai connu qui ne se sont pas retrouvés non plus en faisant une fois sur deux. Mais c'est toujours pareil, une fois sur deux, ça veut dire que peut-être qu'on loupe aussi l'intervention d'un programmateur, par exemple, qui pourra peut-être le lundi, mais pas le mardi. Enfin, c'est quand même toute une stratégie. Il y a aussi des spectacles amateurs cette année, je crois, à Avignon, qu'il n'y avait pas avant, par exemple. Après, il y a tout un labyrinthe. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on a plus de chances de gagner au loto ou d'être vu par un programmateur à Avignon sur 1750 les probabilités peut-être qu'on a plus de chances de gagner au loto. Ouais, enfin, je m'y mette, moi. C'est possible. Je sais que la compagnie avec laquelle j'ai fait Avignon en 2018, en 2013, avait porté Toc Toc de Laurent Baffy et avait réussi, par je sais quel miracle, non, par leur talent aussi, à se faire programmer à Paris pendant toute une année, l'année qui suivait leur festival. Donc, pour ma part et de ma vision, je pense qu'on a plus de chances de réussir à choper un programmateur que... Oui, non, je plaisantais. Mais évidemment. Après, c'est une sorte de thématique. En plus, moi, je dis ça, mais sur notamment de temps d'horreur, il y a eu des programmateurs. Mais après, même dans le off, il y a une espèce de clivage comme ça entre la rue de Paris avec tous les théâtres plutôt destinés au stand-up, à l'humour, au divertissement, comédie de boulevard. Après, il y a des théâtres beaucoup plus intello, etc. Donc, il y a des programmateurs qui vont aussi là où leur cœur oui, c'est ça. Bien sûr. Les porte, quoi. Enfin, je veux dire, c'est aussi... Après, il y a aussi un facteur assez important à Avignon, c'est qu'il y a du monde, mais il y a un peu moins de monde. Parce que un peu moins de public. Un peu moins de public. En tout cas, moi, je l'ai constaté. J'ai compté les gens. Au Bouge bar. plus, toi. Moi, mon monde au bar. Non, après le 3e verre de rosé. Non, je sais pas si tout d'un coup, il y a le nombre qui double. C'est mon doigt qui dérape. Il y a toujours du monde. Tout le monde. C'est-à-dire que chaque année, on dira toujours qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup plus. Mais c'est pas vrai. La fréquentation est un peu en baisse. Mais aussi parce que c'est cher, que la carte du off est plus chère, donc voilà. Et puis les programmateurs viennent sur un temps plus court aussi. À une époque, ils venaient beaucoup plus longtemps. Maintenant, c'est beaucoup plus court. Donc c'est-à-dire qu'on repère pas uniquement à Avignon. On est une jeune compagnie, on veut montrer son spectacle et essayer d'avoir un achat et de pouvoir jouer ensuite à Paris ou en tournée. Est-ce que Avignon est indispensable ou est-ce qu'il y a d'autres festivals de théâtre qui peuvent... Alors, non, je pourrais pas je bug un peu. Alors, je vais te dire, ce que je pense, c'est que quand on envoie, alors une jeune compagnie ou pas d'ailleurs, maintenant, de toute façon, quand on a même à mon 9e spectacle, par exemple, je veux dire... Et même quand on a une crédibilité sur un spectacle, il faut retrousser ses manches. On est émergent tout le temps, quoi. Exactement. On est sur des jeunes compagnies. Mais le truc, c'est que souvent, on entend
Vous faites Avignon ? Non, pas cette année. Ah. Alors, captation. Captation vidéo, ce qui est assez terrible aussi au théâtre aujourd'hui, beaucoup de captations, des teasers, des bandes annonces, des vidéos, etc. Effectivement, je pense que ça reste encore indispensable d'aller à Avignon. Maintenant, peut-être que les programmateurs ne sont pas tous au courant que ça coûte très très cher d'aller à Avignon. Mais je pense que c'est quand même assez important. Ouais. Surtout pour une compagnie, une jeune compagnie avec un nouveau spectacle. C'est compliqué de donner un peu son... Parce que c'est tellement complexe de survivre là-bas. C'est quoi le budget global, par exemple, pour une salle de 50 places il faut prévoir combien ? 15 000 euros ? 20 000 euros ? 30 000. 30 000 ? Parce qu'il y a des salaires. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a la salle, après il y a les salaires, alors tout dépend le nombre de comédiens sur scène. Il y a des fonds, mais qui ont été aussi, c'est pareil, il y avait des fonds, le fonds PEPS notamment, mais qui a été aussi enlevé par exemple. C'est-à-dire qu'avant, les seuls en scène ça fonctionnait, maintenant ça marche plus, il faut être 3, enfin c'est quand même très compliqué. Il y a, puis l'hébergement, enfin tout mis en compte, tout pris en compte. Je pense que pour un spectacle, disons, avec 3 artistes sur le plateau et un technicien, c'est donc 4. Bon, 5 avec une metteur en scène, par exemple. On est sur du bon 30 000 euros, ouais. Ouais, pour C'est mots pour Sépulture qu'on a joué, donc on était 9 comédiens et une coiffeuse maquilleuse et un régisseur. Avec le logement, etc., la bouffe, enfin machin, je crois que c'était un billet de 60 000. Ouais. Donc, c'est... c'est-à-dire qu'après, il faut remplir la salle, quoi. Oui. Et... Est-ce qu'on peut gagner de l'argent à Avignon ? Ça dépend... Je pense qu'on peut en gagner. Et ça dépend de la pièce aussi avec laquelle tu vas. Je me permets de citer Alexis Michalik, par exemple. Je pense qu'Alexis Michalik gagne de l'argent à Avignon. Mais parce que Alexis Michalik fait de très jolies pièces, notamment Intramuros. Tu parlais d'Intramuros tout à l'heure, mais rien à voir. Mais je pensais à la pièce que j'adore, c'est l'une de mes pièces préférées de Michalik. C'est quelqu'un qui gagne de l'argent à Avignon. Il en gagne, je pense, aussi à Paris. Mais finalement, c'est pas si simple de gagner de l'argent à Paris, parce que ça coûte très cher aussi. Donc je pense que lui gagne de l'argent. Jean-Philippe Daguerre gagne de l'argent. Mais c'est des gens qui ont une notoriété aujourd'hui, et c'est des gens qui ne peuvent pas spécialement se déplacer à Paris voir leur spectacle, qui ne sont pas forcément en région au moment où le spectacle se déplace, donc vont à Avignon voir ces spectacles qui sont quand même un petit peu moins chers. Après, les jeunes compagnies en perdent. Il y a quand même, je pense on essaye de limiter la casse pour ensuite vendre son spectacle, je pense que c'est un risque à prendre et faire vivre toute une équipe et un spectacle. C'est ça. Voilà. Et réinjecter après, en tout cas... Oui, après, les cachets, effectivement... Mais non, c'est vraiment une économie très fragile, Avignon. C'est une sorte d'investissement, en fait. On parie sur essayer d'emmener la pièce plus loin plus tard, mais on n'est pas certain, quoi. Donc, Alors Tristan, toi, tu es sorti d'école et directement, tu as été employé sur ce merveilleux projet. Pendant l'école, même. Pendant l'école. Bravo. Et qui a eu tout de suite aussi de la presse, donc tu es arrivé dans des conditions... Ouais, alors c'était le rêve. C'était un projet qui a commencé en 2015. Pour résumer rapidement, c'est la vie de Benjamin Orenstein, un rescapé de camp de concentration. Il en a fait 7. Il a survécu à tout. Il a fait la marche de la mort en prime, comme il dit. Et c'était un Lyonnais. Donc la pièce a été montée suite à la demande de la ville de Lyon. Pour les 70 ans de la libération, 70 ans de la libération d'Auschwitz. Et en 2018, on a voulu faire Avignon avec ce projet parce qu'on avait eu beaucoup de demandes et comme tu disais, tu fais Avignon, machin. Et on avait pas mal de succès, entre guillemets. Donc on s'est dit pourquoi pas. Et Avignon, c'était un peu pas une désillusion, mais... c'était une tragédie et beaucoup de gens nous le reprochaient. Les gens venaient à Avignon... sur la thématique de la pièce. Sur la thématique de la pièce, j'ai quelques anecdotes par rapport à ça, mais peut-être que je les garde pour plus tard. Non, vas-y, partage-les. Non, mais par exemple, donc Avignon commence avec un défilé géant de tout le monde fait la promo de la pièce, etc. Donc ça peut être costumé, enfin bref. Et nous, on s'était dit, on va se mettre en habit dans les années 40, et pour impacter un peu le spectateur... j'étais en SS parce que dans la pièce j'ai joué un SS, mais évidemment j'avais enlevé le brassard, toutes les insignes nazis, etc. On avait mis soit du gaffe dessus, enfin rien
n'était montré. On pouvait deviner avec le costume, c'est facilement reconnaissable, mais rien n'était montré, bref. Et pendant le défilé, tu avais des personnes, notamment une famille, ça m'a choqué, allemande, qui avait 2 gosses de 7, 8 ans, 9 ans, et qui me demandent de faire une photo avec eux. Donc là, ok, pas de souci, tout est caché. Ils me demandent de faire le salut nazi avec eux. Et ils font tous le salut nazi dans la rue. Et moi, je suis là à côté, je leur dis, bah non. Je suis désolé, mais l'histoire va à l'encontre justement du costume. Et puis, jamais ce serait diffusé, sinon ce genre d'histoire. On parlait de résistance. Oui, exactement. On parlait de... Et donc, bon, ils ont fait leur photo. Je leur ai demandé d'arrêter le salut nazi. Ils ont fait leur photo quand même juste en souriant. Mais c'est des réflexions comme ça. Et j'ai failli me faire taper dessus aussi par un homme assez âgé. Qui disait mais c'est bon, c'est fini ces histoires et puis on n'est pas certain que tout ça ait existé, machin. Et il a commencé à lever sa canne sur moi et ma metteur en scène est intervenue, elle était pas loin, elle tractait juste à côté et elle s'est mise entre nous deux et ils se sont engueulés, enfin c'est parti loin. Donc ouais, il y a des réflexions et notamment la thématique de la résistance. Je pense que c'est pas simple à emmener à Avignon et même les tragédies en général, les gens, beaucoup nous ont dit ah non, nous on vient à Avignon pour rire, on a besoin de décompresser, notamment dans le milieu dans lequel évolue le monde. C'est un peu compliqué. Donc, au festival IN. Donc voilà, ouais, c'est compliqué, je pense, les tragédies. Mais après, ouais, tragédie, c'est peut-être un peu. Quand c'est pas connu. En fait. Le truc, c'est que. Non, mais je te rejoins beaucoup, hein, Tristan, là-dessus, parce que de la pièce de Temps d'horreur, Mon cœur de vin immense, c'est assez incroyable d'ailleurs que les gens. Heureusement qu'il y a des gens très très curieux parce que au-delà même d'Avignon, c'est des spectacles difficiles à vendre entre guillemets parce qu'on fait un pitch et le pitch on dit pas ouais alors ces 2 femmes elles sont entrées dans un camp, c'est génial, super cool, on va se marrer. Or non, on ne se marre pas. Dans De Temps d'horreur, on sourit beaucoup par exemple. Voilà, si en plus je l'ai écrite, j'ai pris vraiment un aspect sur l'amitié entre 2 femmes qui se rencontrent dans un placard des bureaux de la Gestapo à Nantes précisément. Et c'est vrai que d'emblée, les gens pensent que ça va être triste et horrible. Mais finalement, non. Et ça, justement, tu vois, moi, par exemple, De Temps d'horreur, je l'ai écrit en 2015. Donc, tu parlais du 70e anniversaire de la libération des camps. Et je ne l'ai pas joué, j'aurais pu la jouer en 2015 à Avignon, à l'Alia Théâtre. Je me souviens très, très bien. Et finalement, on a fait une tournée dans les CCAS, les villages vacances. Les CCAS. C'était les villages vacances EDF, les premiers employeurs d'intermittents en France dans les années... plus maintenant, mais ça a beaucoup changé. Les éco-campings, mais pas de Dati. Les éco-campings vus par les CCAS. Donc c'est les villages vacances, comme les cheminots ont des villages vacances, comme les employés de l'EDF ont des villages vacances. C'était formidable. Et on est revenu en 2023. Et il s'est passé toutes ces années-là. Et du coup, on avait beaucoup de presse, on avait beaucoup joué déjà ce spectacle, et du coup, ça a été plus simple pour nous de remplir la salle. Ouais. Mais je pense qu'en la première année, malgré le 70e anniversaire, par exemple, où il aurait fallu une méga attachée de presse, quoi. Parce qu'effectivement, les gens sont, puis de plus en plus, quoi, ont besoin de se marrer. Moi, je le comprends très très bien. Hein. Oui. Mais on va leur reprocher c'est ça. Comme dans le cinéma finalement, on demande beaucoup de comédie. C'est ça, ouais. Et dans le théâtre privé aussi, on programme beaucoup plus de comédie. Ouais. Et maintenant il y a de plus en plus aussi de one-man show, non? Tu disais qu'au contraire... Trop. Oui, c'est mais ça. Moi, même en tant que presse, quoi. Il y en a trop. Et des pas bons surtout. Je me permets, hein, mais parce qu'on dira ouais c'est bon, faut qu'il y ait non, je le dis parce que je le pense. Tout le monde n'est pas Laura Felpin, par exemple. Tout le monde n'est pas Florence Foresti, que j'adore. Tout le monde n'est pas, je sais pas, Jérôme Commandeur. Et et t'as des gens, ouais, moi j'en ai soutenu, même je suis allée voir des spectacles de seul en scène. Alors seul en scène, c'est le truc pompeux pour dire one man show, hein, finalement, mais c'est disons plus théâtral. C'est Philippe Cobert, voilà, le seul en scène. Et puis le one man, c'est plus drôle. Non, il y a des trucs très mauvais, franchement, en stand-up et tout ça, c'est pas possible. Il y en a beaucoup trop, mais c'est effectivement moins cher aussi. Donc Eva Rami est excellente, par exemple. C'est une comédienne qui sort de l'ENSAT. Elle a un niveau, voilà, elle est seule sur scène. Excellente. Moi, j'en ai vu d'autres. Bon,
Mais il y en a beaucoup trop, beaucoup trop. Mais parce qu'il n'y a plus assez d'argent pour monter des spectacles au-delà de 3 comédiens aussi. Oui, c'est ça en fait. C'est qu'après, il y a un coût plateau qui est trop élevé Qui est cher. et les compagnies n'arrivent plus à suivre. Exactement. Votre jauge la plus basse, Avignon, et la jauge la plus haute. 5, moi. Ah, je t'ai battu. T'as joué devant une personne Non, la alors- première. devant maman. Et encore, c'est ça. Et après, il y avait mon fils, il y avait le directeur du théâtre qui est un ami, et peut-être qu'il y avait je sais pas qui. Ouais, 5. Cinq. C'est dur, hein, le premier jour. Ouais, c'est dur. Ah, c'était le premier jour. Premier soir, ouais. Nous, on a joué en 2018 et c'était la Coupe du Monde. Voilà. Et Oui. notre jauge la plus basse, c'était le jour de la finale de la Coupe du Monde. Que vous n'avez même pas vu. Qu'on n'a même pas vu, on a vu Oh que la non. fin. Et en plus, notre horaire, c'était pile sur l'heure du match. Donc, on a joué devant une maman et sa fille. Donc, 2 personnes. Donc, Et on était 9 sur scène. Donc, quand on est plus nombreux sur scène que dans le Ouais. public, c'est quand on entend. Voilà, et c'est tout. D'ailleurs, C'est- vous auriez pu ne pas jouer. Ouais, mais en fait, par respect pour les spectateurs, et justement, on a hésité à finir un peu plus tôt le festival. Et en fait, on avait quelques réservations. On s'est dit non, par respect pour les spectateurs, on continue. Bravo. Et voilà, et parce qu'ils ont pris leur temps pour nous, donc pourquoi on le ferait pas pour eux? Donc voilà. Et votre jauge maximale. Moi, c'est 50 parce que c'est le test de l'Atelier Florentin, c'était le max. Ouais, Ok. moi, je crois que Standing c'était. ovation et tout. Ouais, Ouais. stylé. Et là, on Bravo. fait waouh, réel, story, tac, paf, pouf. Ah là, ouais, là, contente. Mais c'est-à-dire que quand la presse arrive, il se passe un truc aussi. Et donc, quand je parle de la Provence, mine de rien, les gens. De toute façon, à Avignon, c'est très simple. La presse, quand on a un article de presse, on se précipite au village du Off. Donc, alors on l'affiche, on demande à ce que l'article soit affiché, ce qui fait que plus on a d'articles, plus les gens passent et regardent. Enfin, tiens, mais cette pièce, elle a 10 articles. Voilà, s'il y a 0 article sur tout le festival, mine de rien, les gens regardent beaucoup aussi. Enfin, les gens ne sont pas tous sur les réseaux sociaux, quoi. Donc, ils vont beaucoup voir aussi les affichages papier de la presse. Et donc, ça fait des... Oui, c'est des relais importants pour le public en fait. Ouais. Parce qu'il y a trop de pièces et ils savent pas quoi choisir, donc ils Exact. attendent qu'il y ait Ouais. des prescripteurs. C'est ça. Il y a des influenceurs de théâtre, beaucoup, à Avignon. Les Qui- blogueurs. Des On blogueurs. les appelle les blogueurs. C'était dans blogueurs. les années 2000. Skyblog. Les blogueurs. Skyblog. En fait, c'est vrai qu'il y a, je sais pas si on appelle ça. En fait, alors, il y a une espèce de petite guéguerre entre les blogueurs et les journalistes. Parce C'est que vrai on dit que les blogueurs, c'est pas des journalistes. Bon, le fait est qu'il faut regarder un blog de quelqu'un qui écrit pour le théâtre. Généralement, moi, j'ai regardé un peu. Je vais faire un voyage presse avec une blogueuse. C'est plutôt bien. Hein, elle écrivait très bien. Après, c'est toujours ça. Hein. Voilà, maintenant, quand on a une blogueuse qui vient dire j'ai adoré ce spectacle pour telle raison et que c'est très expliqué, très argumenté, je pense qu'il faut pas s'en passer, quoi. Donc il y en a pas mal des blogueurs et des blogueuses, ouais. Ou des influenceurs ou influenceuses de théâtre. Mais c'est vrai qu'on est plus dans le terme blog. Voilà. Et pardon, Ouais. et c'est sur Billets Réduc. Non, il y a un autre site pour Avignon où Tic et tac. je Non. crois que c'est ça. Il y en a. Il y en a plusieurs. hein. Ouais, mais il y en a un qui est pas mal connu. J'ai oublié son nom. Et en fait, les spectateurs notent la pièce. Oui, oui. Et on a beaucoup de spectateurs qui sont venus parce que c'était noté. Ils se fient aux notes, quoi. Sur Billet Réduc. Mais il y a eu pas peut-être, mal, hein. Il y a Billets eu pas mal, Réduc, parce qu'ils font pas mal aussi ils cassent les prix, etc. Ouais. par moment. Donc ouais, il y a aussi du bouche à oreille. Qui permet. Ouais, puis bouche à oreille, bien sûr. Ouais. Puis il y a des Ouais. curieux, hein, vraiment. Enfin, moi, j'ai Oui. découvert ça. Il y a vraiment des gens. De toute façon, enfin, Avignon, enfin, vraiment, ce qui est assez chouette à Avignon quand même, c'est que quand on a un peu la tchatche, quand on aime bien les gens, quand on écrit, quand on crée des spectacles, quand on aime les projets, quand on a une éducation qui va plutôt vers les autres et pas une éducation renfermée où chacun pour soi est très individualiste, ce qui est un peu mon cas, pas individualiste mais plutôt vers les autres. On parle avec les gens et les gens adorent ça en fait. À Avignon, les gens adorent parler avec les artistes. Ils sont pas là en train de faire mais qui vous êtes, c'est juste parlez-moi de votre spectacle. Et plus on est emprunté de sa création, de son spectacle, de l'histoire qu'on a racontée et de la raison pour laquelle on est là, plus les gens sont touchés. Et ça, je l'ai vraiment vu de mes propres yeux. C'est-à-dire que les gens ont changé parfois leur résa en disant ouais, je vais quand même venir, ça a l'air bien.
Et donc, du coup, on les attend à la fin, on espère qu'ils restent. Et qu'ils viennent aussi. Et qu'ils viennent vraiment, mais souvent, ils sont venus et je pense que c'est vraiment la place de l'humain aussi. Voilà, je pense que les gens en ont marre. Enfin, moi, personnellement, je crois que aller vers, c'est génial, quoi. Et on va vers les gens en faisant du théâtre. Et Villard, c'était ça, hein, Jean Villard, c'était ça à la base. C'est que le théâtre aussi se déplace vers les gens. Parce que tout le monde ne peut pas aller au théâtre non plus. C'est ça. Et comme tu disais, il y a tellement de pièces que c'est à nous on doit démarcher les gens et on doit présenter notre pièce pour qu'on sorte un peu du lot. Donc ouais, il faut aller vers les gens, c'est obligatoire. Si vous avez un comédien qui n'a jamais fait Avignon et que vous avez 2 minutes pour le coacher sur toutes les meilleures pratiques, enfin, si vous devez lui passer un conseil ou plusieurs essentiels, vous lui direz quoi ? Entraîne-toi à pas trop dormir. Nous, on dormait très peu, à avoir le mental aussi. Garder le moral, le sourire, même quand ça marche pas, c'est ultra important. Si ça marche pas et que tu tires la gueule, c'est impossible pour toi de faire venir les gens. C'est ultra compliqué. Ouais, tracter tous les jours, tout le temps. Même les jours de repos. Même faire preuve d'imagination et faire des petites improvisations complètement originales sur les places. Parce ça marche, surprendre le public. Ouais, ça, moi, je sais que nous, on l'a fait, je trouve ça assez génial. Bon, après, c'est vrai que peut-être que c'est une autre école, mais c'est le tractage est hyper important, aller vers les gens et pas juste donner un flyer. Ouais. Parce que alors, les gens, les flyers, ils sont tous par terre. Aller, parler, se reposer un maximum quand même. Oui. Éviter de boire trop d'alcool. Non mais vraiment, ça je le dis parce que quand on est plus âgé, qu'on est un petit peu bon, on fait vas-y c'est bon, je vais boire du rosé ce soir. Mais l'alcool à un moment donné aussi, ça fatigue vraiment beaucoup et je pense que ça empêche vraiment d'être complètement clairvoyant sur ce qu'on vient défendre. Mais vraiment, je le dis parce que j'ai vu des gens vraiment se mettre minables tous les soirs. Et même si on joue à 14h30, je trouve que c'est quand même pas mal de se reposer. Voilà. Et il y a une journée off, il y a une journée de relâche. Et la prendre, cette journée de relâche, alors contrairement, enfin, tu disais que tu tractais, moi je suis contre le tractage dans la journée de relâche. Je pense qu'il faut aller se baigner, il faut aller voir autre chose, il faut même faire quitter Avignon. Ouais. Alors on faisait pas le tractage toute la journée, hein. C'était 1h30, 2h, mais bien sûr. C'est parce qu'il fallait faire venir du monde, c'était une tragédie, donc on s'est dit il faut booster un peu le truc, quoi. Donc ouais. Voilà. Et dans les anecdotes croustillantes, votre pire souvenir sur scène à Avignon? Qu'est-ce qui s'est passé de pire? Alors, on l'a joué 21 fois et au bout de la 17e fois, je rentre sur scène, plus de texte. Je savais plus quoi dire. Et c'était à moi de parler. Et alors? J'ai regardé le comédien et je lui ai fait comprendre que j'avais pas de réplique. Il me regarde, il fait. Il me tourne le dos. Et là, du coup, j'ai dû improviser. En plus, j'étais là, un soldat américain qui venait le sauver. Lui, il avait la jambe pétée, enfin bref. Et j'ai improvisé avec l'accent anglais. Enfin bref, c'était une catastrophe, mais je suis retombé sur mes pattes. Mais ouais. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait avec l'accent anglais? Nous sommes le 11 avril 1945. Et c'était aussi cette date, j'avais complètement zappé, c'est une date archi importante. Et j'avais complètement zappé, ça c'était dans une autre fois. Mais j'avais donné une mauvaise date, je crois que j'avais donné quand même la bonne année. Mais c'était... et après c'est revenu? Oui, après c'est revenu, je suis tombé sur mes pattes quand même et on a pu finir tranquillement. Mais, il t'a pas aidé? Ah non, vraiment, et en plus... C'était en quelle année que tu m'as sauvé? Mais petite anecdote aussi, le rôle principal de la pièce était mineur et avait moins de 16 ans. Donc il fallait obligatoirement une doublure. Donc ça c'était une galère niveau administratif. Donc il y avait 2 comédiens pour le rôle principal. Et Bichette il avait 14 ans, le comédien, et il est normal qu'il n'a pas pu me sauver parce qu'il était stressé, machin, et il m'a laissé un peu dans la merde, mais je lui en veux pas. C'est d'ailleurs pour ça que quand il y a des annonces de casting, on met... majeur paraissant 5 années de moins. Oui, c'est ça, exactement. Résident paraissant 14 ans. 16 ans minimum, c'est ça, mais peut paraître moins. Exactement. Oui. C'est pour des raisons administratives, parce que derrière, pour les autorisations... c'est une galère. Et bien sûr. La DAS et tout.
Et Moi, Isabelle j'ai oublié peut-être pas un quart d'heure, 10 minutes de mon spectacle. Ça, je vois le sketch, quoi. Je fais, putain, c'est marrant, j'ai déjà fini. Effectivement, j'ai oublié 10 minutes. Et c'est bien, c'est court, Petit Poison. Seul en scène, avec une trame, etc. Je me dis, c'est marrant, j'ai pas fait ce sketch. Voilà, le track, probablement. Ça, c'est une anecdote. Et une autre anecdote, là, je ne jouais pas, j'étais donc metteur en scène et auteur. C'est des filles qui jouaient, donc les deux résistantes, se trompent déjà un peu dans les dates. Okay. Décidément. Non, mais en fait, la plus grosse anecdote de ce spectacle sur la résistance qu'on a beaucoup joué, c'est qu'il y a une des comédiennes qui joue Gisèle Giraudot, que j'embrasse très fort, qui s'appelle Gaëlle Malpeau, qui est excellente comédienne. À la fin du spectacle, en fait, il y a le track, certainement aussi. Donc, à la fin, elles sont libérées. Elles quittent le camp de Svodau. Elles sont donc libérées. Elles sont hyper heureuses, etc. Et puis, cette réplique, des forces insoupçonnées nous reviennent. Et elle est censée chanter, donc Gaëlle, qui joue Gisèle Giraudot, la Marseillaise, allons aux enfants de la patrie. Puis alors, au bout de la 35-40e fois, je me dis, ouais, quand même, c'est bon. Et là, elle nous fait joyeux anniversaire. Et là, je suis dans le public, je fais, what? Et donc, c'est super beau. Et je la vois encore, je me dis, putain, mais comment elle va faire pour, voilà. Donc, ça, c'est une anecdote. Et j'en ai une autre aussi, c'était génial, parce que je pense qu'elle s'est reprise, elle fait Josanne. Bon, bref. Elle a pu faire la Marseillaise ou pas? Je crois qu'elle a fait les deux, parce qu'elle est super forte en impro. Elle fait, bon, je me trompe, j'ai Marcel. Non, n'importe quoi, je suis tellement contente de rentrer en France. Donc elle a fait une bonne impro. Et une autre anecdote, mais qui est moyennement drôle, c'est qu'en fait, on a joué ce spectacle. Alors, excuse-moi, par contre, c'est pas tout à fait Avignon, mais je le dis parce que grâce au programmateur, on a joué en Dordogne. Et ce spectacle, dans un lieu très sympathique, et elles sont dans les camps. Et en fait, dans ce théâtre, il y avait des punaises. Mais des vraies punaises, quoi. Les punaises, elles étaient comme ça, quoi. Non, et elles jouent, les deux comédiennes, Marie-Hélène et Gaëlle, avaient des punaises en jouant. Mais jusqu'à la fin du spectacle. Et donc moi je faisais la régie parce qu'il n'y avait pas trop de moyens dans ce théâtre et donc je baissais la lumière parce qu'il y avait de moins en moins. Donc moi je ne voyais plus ce que je faisais parce que moi-même j'avais des punaises sur les mains. C'était une horreur. Et donc vraiment elles ont joué vraiment les conditions réelles, quoi. Donc les gens n'ont pas pensé que c'était des effets spéciaux mais presque. Et on a fait non mais il y avait vraiment des punaises. C'était une horreur, quoi. Mais bon, elles ont assuré. C'est aussi ça le professionnalisme, quoi. Exactement. Les punaises, mon Dieu. Ah ouais, l'angoisse. Bon, c'est le moment, l'heure de nos petits jeux. Oh là là. Vous êtes prêts? Ouais. Est-ce qu'il faut mettre des lunettes? Oui, exactement. C'est le moment où on met des lunettes. Mais putain, j'en ai pas. Ah, zut, tu peux genre. Je vais poser les miennes si tu veux. Alors, je vais vous poser des questions et celle ou celui qui a la mauvaise réponse a un gage. Ah. Oh non. J'aime pas ces jeux. Quand j'étais petite. Ok, alors certaines questions vont faire appel à votre réactivité, à votre rapidité, et d'autres à votre culture générale. Moi, je suis plus vieille déjà. Donc, Ok, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Prête? Ouais. Ok. Qui est l'auteur de Phèdre? Racine. J'ai dit roman. J'ai gagné. Hop. T'as dit quoi, toi, roman? J'allais dire roman, mais non, j'ai dit racine, mais je voulais dire roman. Alors, donc c'est toi qui as un petit gage. Le gage, c'est que tu vas tirer une carte Ok. et il faut donner une mauvaise réponse. Ok. Il faut donner une question. Ok. Et il faut donner une mauvaise réponse. Ok. Ok, mais attends, c'est pas tout. Tu vas tirer un des deux papiers là, Ok. parce qu'il faut le faire d'une certaine façon. Ok. Ok. Vas-y. Alors attends, tire un papier. Je tire d'abord le truc. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Excitation euphorique. Oh là là. Et vas-y. Laquelle tu veux? Elle. Elle? Ah non. C'est comme les gobelets, je prends jamais le premier dans la boîte. Est-ce que tu peux nous lire la question? Un conseil pour quelqu'un qui va au festival pour la première fois. Alors, c'est donc une mauvaise réponse que tu dois fournir, hein, je te rappelle. Ah oui, alors attends. Une mauvaise réponse en étant excité.
Ok. Avec beaucoup d'euphorie. Ah, mais bien sûr. Alors moi je vous conseille pour Avignon, c'est vraiment de prendre un pull, c'est incroyable. C'est doux en plus avec le contact des gens, c'est incroyable, tu vas les prendre dans leurs bras. En plus ils adorent ça les gens, quand tu vas leur faire un câlin quand ils sont pressés, c'est incroyable. Moi je vous conseille vachement ça. C'est un petit pull en petite laine de mérinos, incroyable. Merci. Donc voilà. Ok. Sous la canicule. Alors, nouvelle question. Quel est le principal mouvement cinématographique japonais d'après-guerre qui conteste le système de studio? Réponse 1. Gendai Geki. Réponse 2. Nouvelle vague japonaise. Réponse 3. Nikatsu Action. Nikatsu Action. Moi la première. C'est la nouvelle vague japonaise. C'était sûr. On est tous les deux perdus. Je me suis dit, nouvelle vague, c'est plutôt la France. C'est sûr. Tu vois, Godard, Truffaut. Alors, Isabelle. Alors, tac. Je vais prendre ça, moi. Alors, vas-y, dis-nous la question. Alors, la question. Qu'est-ce qui fait qu'un film est sélectionné au festival Alors, tire de Cannes. De Cannes. Au festival de Cannes. Bah oui, parce que qu'est-ce qui fait qu'un Le film... film. peut-être un... Un film est festival. Ouais, et. C'est une fausse question. De toute C'est une façon. mauvaise réponse. Alors, je dirais... Alors, vas-y, tire l'un des deux. Le- Alors, vas-y, tu peux tirer. Ok. Qu'est-ce que c'est? IA qui découvre les émotions. Oh oh. C'est dur. Alors, attends. J'ai pas dit que c'était facile. Un film qui est sélectionné au festival Cannes. Avignon. Bien, spectacle, bon, drôle, ha ha ha, divertissement, ha ha ha, ha ha ha. Un peu plus d'émotion à la fin. C'était juste une IA qui n'a pas d'émotion. Elle n'a pas été tout à fait robotisée. Bon, bah, toi aussi, t'as perdu, hein. Punaise. Qu'est-ce qui t'a inspiré tes projets? Alors, tu peux. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Oui, ok, c'est bon, j'ai bien compris. Séduction exagérée. Oh, les trucs d'amour, va falloir arrêter, hein. Ça me poursuit. Mais attends, comme t'as eu pas mal de rôles dans des rom-coms, je pense que la séduction exagérée sera parfaite. Alors vas-y. Imagine que t'as ta date en face de toi et tu lui parles de l'inspiration de tes projets. Déjà, il faut que je réfléchisse à la question. Allez, La vas-y, mauvaise- respire. Tu sais, bébé, moi, ce qui m'a inspiré, c'est tes yeux. C'est le bleu de tes yeux, l'océan, et ça m'a rappelé Titanic. Voilà. Bravo. Quel bravo. séducteur. Oh, punaise. Alors, dernière question. Ah, Dernière question. J'essaie de... Alors tu attendez. veux que je perde, c'est ça? S'il te plaît. Quel est le seul film en noir et blanc à avoir remporté l'Oscar du meilleur film? Ah, ça, c'est avec Simone Signoret et c'est... Ah non, The non, Artist. non, pas Non, du non, tout. bon, Non, c'est non, ça. mais non. c'est vrai. Ah non, mais moi, Allez, je yes. n'importe quoi. Je pensais à Casque d'Or, mais pas du tout en fait. C'est Simone Signoret qui a remporté Mais non, mais c'est en l'Oscar. noir et C'est blanc. genre la meuf. En noir et blanc. Je pensais que Chaplin n'avait pas... il a jamais- Moi aussi, j'avais Chaplin. Bah alors, au début, si vous avez des choses à dire à la rédaction, vous pouvez... Alors oui, la moi- rédaction, je voudrais son numéro de téléphone. Mais effectivement, The Artist. Non, mais on va dire que c'est The Artist. Mais... la rédaction, Les c'est... années 60 et 2010. Ah mais oui, mais moi c'est pas précisé. Oui, parce que je pense qu'il y en a dans notre train, quand même. Donc je Vu que pense les Oscars, que mais je bon. pense que Anastasia voulait ta perte. Ah d'accord, Anastasia, ben voilà, super. Bah, bravo la France. J'adore. Alors vas-y. C'est pas grave, j'adore jouer. Alors, quel serait ton partenaire idéal pour un festival? Ouh là là là. Tu peux piocher. Putain, j'espère que je suis la bonne. C'est quoi? Tendresse sincère. Alors, Tu peux corser en choisissant un ah, vas-y, deuxième. Putain, genre la comédienne qui sort d'un stage casting. J'ai fait un stage casting, je peux tout faire. Allez, J'espère- vas-y, montre-nous tout ce que Avis t'as au appris. directeur de casting, je suis à Donf. Oh là là, policière en fin de carrière. Ah bah. Policière en fin de carrière, tendresse sincère. Eh bien écoutez, voilà. Moi je pense que
très honnêtement, mon partenaire... Excusez-moi, la cigarette. J'essaie d'arrêter depuis 35 ans. Mon partenaire idéal pour un festival, je dirais que ce serait peut-être ma meilleure amie. Je l'ai connue en maternelle, 60 ans déjà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que on va faire le pot de retraite ensemble. Ouais, oh là là. Netflix, c'est pas facile, hein. Je le déconseille d'ailleurs. Enfin bref, avec elle, j'irai au festival. Ouais, Festival d'Avignon, avec ma meilleure amie. Sans les armes. Magnifique. Voir du théâtre, spectacle vivant. On adore. C'était chaud, bravo. Ouais, c'était dur. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange et à très bientôt. Et ben avec Merci plaisir, à merci toi. beaucoup à tout le monde. C'était Ouais, chouette. merci beaucoup. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. 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 Le fameux.